merci à tous d'être venus. Je suis impressionné de voir le nombre de personnes. Je suis très content je suis content que vous soyez tous là, mais je suis très content d'avoir plusieurs de mes étudiants dans la salle. J'en suis très très fier. Voilà, alors, culture et climat. Bon, un sujet difficile quand on m'a proposé, c'était un petit peu un challenge. Je me suis dit, tiens, c'est un bon sujet, on va essayer de se lancer. Ça fait 6 mois. Je remercie ma femme et mon fils qui sont dans la salle de m'avoir soutenu et d'avoir subi ma mauvaise humeur et mes sauts d'humeur sur le sujet, tellement je me suis arraché les cheveux à essayer de le traiter. Mais j'ai le droit de t'interrompre. Pardon ? J'ai le droit de t'interrompre. J'ai oublié de dire que la photo qui sert de couverture à nos cours publics cette année et qui est à l'écran ce soir est une photo d'Alain Marinos. Oui. Prise par lui. Mais je vais parler de cette photo pas mal parce que regardez bien, regardez comme elle est belle. Enfin bon, ça, on va en reparler après. Bon, alors surtout une chose, c'est un sujet pas facile. J'ai aucune leçon à donner sur des sujets aussi importants pour l'avenir de nos sociétés humaines. Cet exposé permet juste de partager des interrogations, des doutes face à certaines affirmations, certains chiffres ou certains événements qui ponctuent notre actualité. Voilà. Loin de moi la volonté d'être exhaustif, les exemples donnés ne sont que ceux que j'ai eu la chance de croiser. Vous en avez croisé probablement beaucoup d'autres, voire des meilleurs, et je serai très heureux d'échanger avec vous sur ces sujets à la fin, voire après. Pour faciliter la communication, les idées sont très imagées, j'ai mis beaucoup d'images, des images le plus souvent choisies parce qu'elles interpellent, elles interrogent, alors que règne un discours quelque peu formaté sur ce sujet. Alors, l'exposé comprend 3 parties. La première parlera principalement de culture et d'environnement. La deuxième, de climat et de culture. Et la troisième abordera le thème de l'architecture sous un angle qu'on n'a peut-être pas l'habitude de traiter. Et donc, il aura pour titre Architecture, culture et climat. Alors, pour commencer, arrêtons-nous sur la photo que je vous ai présentée. Voilà. Alors cette photo, moi je l'ai prise en avion quelque part. C'est une photo de quelque part entre la Mongolie et Pékin. Quelque part parce que quand j'ai pris cette photo, je l'ai trouvée tellement belle. Regardez comme le territoire est sculpté par l'homme véritablement. Enfin, il y a une âme absolument extraordinaire dans cette photo. Je l'ai prise dans une hublot d'un avion quelque part entre la Mongolie et précisément, je ne sais pas. J'ai demandé à mes amis chinois, j'ai demandé à mes amis français, personne ne sait. Alors, considérons que c'est un village, mais un village comme, la photo est belle, mais comme de fait il en existe des millions dans le monde. Un village totalement aménagé par les hommes et les femmes, un village et son environnement, par les hommes et les femmes qui habitent, un paysage que nous pourrions qualifier de paysage culturel en référence à la terminologie de l'UNESCO. Un ensemble que nous trouvons aujourd'hui d'une beauté exceptionnelle. Alors je dis aujourd'hui, parce que je crois qu'il n'en a pas toujours été de même. Et une anecdote quand même pour commencer. Je me souviens avoir accueilli une personne âgée dans les années 80, issue du monde rural, donc quelqu'un qui avait vécu au début du siècle, qui avait vécu ce grand mouvement des années des 30 glorieuses, et puis de la révolution de l'agriculture. Et pour lui faire plaisir, je l'avais emmené, j'habitais Quimper, donc je lui ai dit, tiens, je vais t'emmener dans le Nord Finistère, et on va traverser toute la Bretagne, et je vais te montrer quelque chose que je trouve merveilleux, qui sont les monts d'Arrée. Alors les monts d'Arrée, voilà, c'est des paysages que je trouvais très beaux et tout. Et cette personne qui devait avoir 80 ans, je l'ai trouvé angoissé, mais angoissé complètement pendant toute la traversée des monts d'Arrée. Ça le travaillait, il n'était pas à l'aise. Et c'était pas intellectuel, il parlait pas, mais il n'était pas à l'aise. Et il n'a retrouvé son sourire que quand nous avons basculé vers les plaines agricoles de culture intensive du nord Finistère. Vous savez, ces plaines où on déverse beaucoup d'engrais et dans lesquelles il y a aujourd'hui une pollution qui pose des gros problèmes. Mais c'était sa culture. Voilà, c'était sa culture, et en une génération, voire 2, ça avait changé. Ça avait changé très très vite. Très très vite, parce que voilà. Et ça, je pense que c'est la première observation, c'est que
en fait, notre perception des choses, elle évolue. Je le vois avec mes jeunes étudiants. C'est Philippe Malek qui me disait que les étudiants, ils ont le développement durable dans les gènes. Ils sont nés avec. Et moi, j'ai pu le constater. Ils ont déjà, voilà, ils ont changé déjà de culture. Donc ces cultures, elles évoluent. Mais pour le moment, revenons, à une image de Chine semblable à la première. J'en ai plein. Je vous en ai mis deux que je trouve assez belles. Mais je pourrais vous en passer d'autres. Comme dans le parc naturel régional d'Armorique, les paysages, ces paysages, c'est des terres arides que les paysans d'autrefois ont longuement modelées et longuement travaillées pour pouvoir en tirer un profit. C'est des terres qui respirent aussi, comment dirais-je, la vie, une composition harmonieuse du territoire qui nous séduit aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'elle nous séduit aujourd'hui ? C'est parce qu'elle reflète un écosystème exemplaire, voire parfait, au regard de nos critères actuels pour préserver le climat et garantir un développement durable. Ceux qui ont bâti ce système sont aujourd'hui nos maîtres, et ce n'est pas moi qui parle, c'est un de mes amis ingénieurs agronomes et écologues qui l'a constaté et qui l'a affirmé l'autre jour. Ce sont nos maîtres, parce qu'ils ont construit ce paysage avec un souci d'économie inégalable. Ils n'impactent pas ou très peu sur notre capitale terre. Et pourtant, combien de ces villages et de ces territoires qui les entourent sont voués à disparaître aujourd'hui ? Combien ? Des millions. Des millions. Les habitants attirés par les lumières de la ville partent régulièrement pour les grandes agglomérations. Ils constituent le flot des travailleurs, alors en Chine, oui, je parle un petit peu chinois, Nongmingkong, qui migraient régulièrement vers les grandes agglomérations et les villes-usines. Au niveau mondial, les Nations Unies annoncent des chiffres qui font froid dans le dos. Les habitants des quartiers précaires en périphérie des villes passeront de 820 millions, ce qui est déjà un chiffre qui fait froid dans le dos, à 2 millions d'ici 2030. Pardon ? J'ai dit 2 millions. Bien sûr, c'est 2 milliards. Voilà. C'est la première partie. Plusieurs questions peuvent se poser ou viennent à l'esprit. Il y en a une en particulier qui me taraude. Vous avez compris que je passe beaucoup de temps en avion, le nez collé au hublot, à prendre des photos et à regarder le paysage. Or, certainement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai constaté, en regardant les paysages, la différence qu'il peut y avoir d'un territoire à l'autre. Ces différences restent bien entendu marquées par la particularité des climats, oui. Mais souvent, il y a autre chose, c'est la particularité des populations. Sous une même latitude, des différences très importantes apparaissent en fonction des spécificités locales, des modes de vie, des cultures de ceux qui habitent le territoire. Or, chaque territoire est modelé, aménagé, forgé à l'image des populations qui l'habitent et de la culture des habitants. Regardez, c'est des photos que j'ai prises. Elles ne sont pas toutes excellentes, mais on est en tous les cas les deux du bas, on est sous la même latitude. Bien sûr qu'on n'est pas dans les mêmes territoires, bien sûr qu'on n'est pas dans les mêmes cultures. Comment peut-on encore parler aujourd'hui d'environnement, d'écologie, de territoire sans évoquer les particularités liées aux cultures des populations qui les habitent ? Pour appuyer ces propos, alors j'utiliserai des citations. En citation, j'ai choisi des personnalités culturellement très très différentes, exprès. Entre les deux, il y a beaucoup de gens. Claude Lévi-Strauss, tu en as parlé, Mireille, et le pape François. Voilà. Le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, que vous n'avez peut-être pas lu et que je vous conseille de lire, notamment tous les passages concernant l'écologie culturelle. Voilà. Donc, dans ces citations, la première, elle est du pape François. « Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique si nous n'en reconnaissions pas la racine humaine. » C'est la culture, non seulement dans le sens de monument du passé, mais surtout dans son sens vivant, dynamique et participatif, qui ne peut pas être exclu lorsqu'on repense la relation de l'être humain, avec l'environnement. L'importance à donner à la culture dans l'approche environnementale est soulignée ainsi par le pape François. Mais que signifie la culture dans ce... Qu'est-ce que j'entends par culture ? Qu'est-ce qu'on entend par culture ? Alors, j'ai repris une définition qui est celle de Taylor, que Claude Lévi-Strauss reprend en disant qu'elle est pour nous essentielle.
Et il la prend pour lui et en disant, voilà, c'est les connaissances, les croyances, art, morale, droit, coutume et toute autre aptitude ou habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. Et enfin, 4 citations, la dernière, Claude Lévi-Strauss, qui met en évidence la complémentarité des approches en matière d'environnement, l'une par la culture et l'autre par la nature, et l'importance de l'approche culturelle en termes de valeurs. Voilà, le lien est fait, la culture en termes de valeurs. La nature se caractérise par son universalité, alors que le propre de la culture est d'être particulière. Les particularismes de chaque culture, je cite, créent des valeurs qui donnent son prix à la vie. Et là, je pense que toute la dimension culturelle de notre environnement prend corps. Alors, revenons au territoire et essayons de voir ce que peuvent être ces valeurs couplées au caractère vivant, dynamique, participatif, terme que le pape François emploie pour qualifier le sens qu'il faut donner à la culture. Alors, je prendrai un exemple qui est cher au sénateur Yves Dauge, qui n'a pas pu venir, mais qui m'a mis un mot très gentil pour m'accompagner. Et voilà, c'est un territoire que j'ai appris à connaître grâce à la famille de ma femme. Une famille angevine du Val-de-Loire. Là aussi, une petite anecdote. Le Val-de-Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2000. Il n'y a pas eu de grand rush touristique, mais la mise en place d'une stratégie sur le long terme et des actions sur le fond, conduites par une mission en liaison avec les services de l'État. Ça, c'est intéressant. Je ne veux pas m'appesantir sur ce plan de gestion que vous avez là et toute la procédure. Je reviens sur le grand-père de ma femme. Nous avions, il est décédé, il aurait plus de 100 ans aujourd'hui, et nous avions de longues conversations sur son histoire et ses origines. Il était angevin. Il était très fier de l'être. Il avait hérité de rudiments de patois angevin. Il m'a même appris une phrase qui est de circonstance, dont je la cite. C'est « Le temps s'abernaudit, il va tomber une heure nappée ». Voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Alors, il parlait patois angevin. Il parlait pas patois tourangeau. Ça, il habitait à la limite de l'Anjou et de la Touraine, et de l'autre côté de la frontière, on parlait patois tourangeau. Hein. Mais lui, il parlait patois angevin, et il se sentait profondément angevin. Qu'est-ce qui est devenu le patois angevin aujourd'hui, et qu'est-ce qui est devenu le patois tourangeau? Voilà, alors je suis allé sur Internet et j'ai cherché des cartes. Et j'ai trouvé une carte où vous voyez dessiner l'angevin et l'orléanais et le tourangeau. Donc il y avait bien un patois angevin, un patois tourangeau. Mais vous avez la carte de droite qui montre l'état aujourd'hui des patois, et le patois angevin et le patois tourangeau, ils ont disparu complètement au milieu d'une masse assez informe où, je pense que le patois angevin a disparu avec lui. Et on peut dire que l'identité qui s'y rapporte s'amenuise aussi progressivement. Mais est-ce que cela veut dire que les identités locales disparaissent totalement de ce territoire? Non, je ne crois pas. Et parce que la nature humaine ayant encore plus horreur du vide que la nature même, d'autres identités émergent et fédèrent les anciens pays le long de la rivière. C'est l'identité Val-de-Loire. Et alors là, moi j'ai participé un petit peu au début, et c'est surtout bien sûr le sénateur Yves Dauge, mais j'ai participé un peu à la construction de cette identité Val-de-Loire, et je suis toujours étonné de voir comment elle s'affirme aujourd'hui et à quel point elle est reprise à tous les niveaux. Hein. Alors une image classique, la Loire à vélo. La Loire à vélo, c'est un parcours, je trouve que c'est une image qui parle. La reprise des bateaux aussi, la reconstruction de bateaux, toute cette culture qui est... Bon, alors je peux parler des bateaux, je peux parler de beaucoup d'autres activités qui recréent ce lien le long de la Loire, les vins de Loire bien sûr. Mais voilà, je voudrais revenir à cette photo. J'ai repris... regardez d'abord la région, vous aviez la région des Pays de la Loire, mais la région centre est devenue région centre Val-de-Loire. Et puis vous avez une université Spirit of the Loire Valley, vous avez le Val-de-Loire, notre habitat, notre passion, vous avez une école nationale d'ingénieurs qui s'appelle ENI Val-de-Loire, la Fédération française de tennis s'appelle Val-de-Loire, le Val-de-Loire Touriste, les fruits et légumes Val-de-Loire, la CCI Pays de la Loire, etc. etc. Donc il y a véritablement une identité qui s'ancre dans un autre échelle de territoire. Il y a simplement, on rejoint les évolutions des identités. Elles évoluent, mais elles existent toujours. Voilà. Mon souci, c'est de bien prendre conscience que, dans ce cas-là,
Faut-il les protéger? Oui, il faut les protéger. Mais en même temps, il ne faut pas les empêcher d'évoluer. Là, il y a un juste équilibre qui est à trouver et on reviendra. Donc, au regard un peu de tout ce premier chapitre, des citations qui précèdent, de cet article de presse et beaucoup d'autres récentes manifestations, est-il encore crédible de vouloir agir sur l'environnement comme si les arguments et les solutions relevaient exclusivement de la nature, c'est-à-dire d'une approche universaliste? Je crois qu'on ne peut absolument pas ignorer la dimension culturelle de notre crise. C'est pas moi qui le dis, c'est le petit entouré, le petit extrait de l'article que vous avez là. Et cet extrait, il est de Nicolas Hulot, dont on parle beaucoup en ce moment. Et je voulais le mentionner. Et je trouve que cet article est très, très intéressant. La crise climatique est une crise de sens. Voilà. Deuxième partie, le climat et la culture. Alors la COP21 s'est déroulée à Paris, nous avons tous vu et lu les nombreuses déclarations, les commentaires qui ont précédé, qui ont accompagné, qui ont suivi l'événement. Dans ce foisonnement d'informations, je retiendrai 2 certitudes, affirmées avant, mais confirmées pendant. 2 certitudes, celle concernant, ça c'est pour l'image. On a eu beaucoup d'images. Je voulais les mettre parce que quand vous allez sur Internet, vous avez beaucoup de ce type d'images. Voilà, 2 certitudes. L'influence de l'homme sur le système climatique est clairement établie. 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental, le GIEC, enfin pour être plus court. Voilà. Et puis, une autre affirmation, anthropocène. Anthropocène, c'est un terme nouveau, inventé par le géochimiste et prix Nobel Paul Crutzen, qui signifie entrer dans l'anthropocène, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'une crise passagère, qui signifie et qui marque le fait que jusqu'à maintenant, on a pensé, et beaucoup ont pensé que nous étions dans une crise passagère. Non, on rentre dans une nouvelle ère. Voilà, l'ère de l'Anthropocène. On n'est pas dans une crise passagère et on est dans des changements profonds, radicaux. On reviendra dessus. Voilà. Alors, les études et les recherches engagées posent clairement le problème, préconisent des actions rapides, beaucoup d'actions. Alors, j'ai regardé quelles étaient ces actions, puis je suis allé regarder quels étaient ces projets. On peut s'interroger sur les modalités de mise en œuvre de certaines solutions avancées, notamment parce qu'elles apparaissent exclusivement techniques. L'exclusivité de la réponse technique est-elle encore crédible aujourd'hui au regard de la montée en puissance de la réponse, de la culture dans les problèmes environnementaux, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. Regardez cette carte. Cette carte du monde est extraite du rapport du GIEC de 2014. Elle est intitulée « Impact observé attribué au changement climatique ». Des cartes, vous en avez beaucoup comme ça. Alors, notez que le changement climatique est au singulier, mais ça, on reviendra dessus. La carte montre la répartition et les types de catastrophes annoncées. On y voit une répartition équilibrée qui affiche des conséquences semblables partout dans le monde, comme si nous étions tous concernés à la même enseigne. Ce qui m'a beaucoup choqué dans beaucoup de ces cartes, c'est que justement, tout le monde est concerné et tout le monde est concerné pareillement. Alors, je suis allé chercher une autre carte, qui est celle-là. C'est la carte des victimes et des catastrophes, c'est la carte des morts. Des morts pendant ces 30 dernières années suite à des catastrophes naturelles. Et je dois vous avouer que j'ai commencé à me gratter la tête en me disant « Oh là là, on n'est peut-être pas tout à fait dans les mêmes circonstances. Peut-être que tous les hommes ne sont pas à la même enseigne. Que l'homme et la nature, on en parlera tout à l'heure, c'est pas l'homme, c'est les hommes. » Est-ce qu'il y a besoin de commenter ces images? Ces images qui viennent, bien sûr, de pays où vous voyez les grands ronds rouges, hein, qui montrent les victimes et le nombre des victimes de catastrophes naturelles. Attendez, j'ai un peu perdu. Voilà. C'est ça. Voici donc quelques images trouvées sur Internet qui illustrent ces catastrophes. Force est de constater que ces images de catastrophes dans ces pays sont nombreuses et dramatiquement impactantes pour les populations. Or, en regardant ces images, j'ai cherché quels étaient les projets physiques. Hein, je suis architecte, donc je cherche des projets.
pour essayer de pallier à ces catastrophes. Les seuls projets que j'ai trouvés, c'est ceux-là. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, et qu'il n'est pas absolument nécessaire de mettre en place des projets sur Venise, sur Londres, mais je n'ai trouvé aucun projet concret sur les autres territoires. Par contre, j'ai trouvé des articles. J'ai trouvé des articles intéressants comme celui-là dans Le Monde diplomatique aux origines climatiques des conflits. Ne pouvant plus nier les effets des activités humaines sur le climat, les dirigeants de la planète vont se retrouver à la fin de l'année à Paris. Voilà. Mais ils ne semblent pas prendre toute la mesure du problème alors que les accidents se multiplient partout dans le monde. Les activités humaines, l'accélération des cycles productifs et la globalisation concourent à déstabiliser le climat. Le néologisme anthropocène, j'en ai parlé tout à l'heure. Prenons par exemple cet article du Monde diplomatique. Il est extrait du courrier international de novembre 2014 qui reprend les idées avancées dans une thèse de doctorat, celle d'Elisabeth Vallet, chercheuse à l'Université de Québec. Elle observe une accélération fulgurante du nombre de séparations, de barrières, de murs élevés dans le monde. De murs, ça veut dire bien sûr de conflits et de murs qui séparent les cultures et qui séparent... Elle souligne que ces murs ne suivent pas toujours les frontières, pas souvent même, et manifestement, ils séparent les cultures davantage, notamment face aux phénomènes migratoires. On en parle beaucoup depuis en Europe. Nombreux sur ces parties du monde et aujourd'hui qui nous touchent suite aux événements en Syrie et en Libye. Or, rappelez-vous la carte présentant le nombre de victimes de catastrophes naturelles. Ce sont les mêmes endroits du monde qui apparaissent sur la carte et qui sont les plus touchés. Alors, je pense que c'est absolument important. C'est pour ça que je voulais vous montrer ces images. Je n'ai pas de leçons à donner, mais simplement, ça nous interpelle. Ça montre que peut-être qu'on fait un peu... Ou alors, c'est pas qu'on fait fausse route, mais peut-être qu'il y a des données qui ne sont pas avancées et peut-être qu'on pourrait les avancer. Hein. Moi, il ne m'appartient pas d'expliquer... Il ne m'appartient pas d'expliquer la similitude des courbes. Je me contenterai de constater, puis de mettre en parallèle ces deux courbes-là. Celle des murs que l'on vient de voir, hein, celle de l'augmentation des murs dans le monde, et puis une autre, alors que vous pouvez trouver au Musée de l'Homme. Moi, je vous présente un autre, mais c'est exactement la même. Celle-là, elle a été faite par Fabienne, cette courbe, elle a été faite par Fabienne Goux-Baudiman dans un travail sur la prospective. Elle est directrice d'un bureau de conseil en prospective. Et alors... Et sur la courbe de droite, qui ressemble beaucoup à l'autre, on constate l'accélération. Alors la courbe de droite, c'est l'accélération fulgurante des changements dans nos sociétés. Regardez, vous avez les siècles en bas, 17e, 18e, 19e, 20e, etc. Et puis l'accélération de l'histoire, l'accélération du changement, lié notamment au développement fantastique des outils informatiques qui ont pulvérisé les territoires, qui ont pulvérisé les limites, qui ont lié au développement de la mondialisation, etc., etc. Alors c'est intéressant de mettre les deux courbes l'une à côté de l'autre. Bon, je parle pas de progrès, je parle de rapidité et d'accélération du phénomène. Hein. C'est l'accélération de l'histoire qui creuse les écarts, marginalise les populations de plus en plus nombreuses et exclut les cultures entières. Hein. Pourtant, des cultures qui de tout temps ont été enclines à s'engager dans le progrès initié par nos sociétés occidentales. Peut-on dire alors que plus l'histoire s'accélère et plus le monde se cloisonne ? Quoi qu'il en soit, on peut en débattre, mais quoi qu'il en soit, ces courbes font réfléchir. Alors Claude Lévi-Strauss a largement évoqué le problème, et notamment les responsabilités dans plusieurs de ses ouvrages. Alors, je me contenterai des citations suivantes, illustrées par quelques images qui parlent d'elles-mêmes, mais je pense que je n'ai pas grand-chose à dire sur ces citations. Il est de fait que depuis un siècle et demi, la civilisation occidentale tend à se répandre dans le monde, mais le phénomène est en cours, nous ne connaissons pas le résultat. La civilisation occidentale s'est en effet adonnée à ses tâches avec un exclusivisme où réside peut-être sa faiblesse. Voilà. C'est un tableau du 19e siècle de Caspar Friedrich qui, je pense, illustre assez bien l'exclusivisme
avec lesquels les sociétés occidentales se sont adonnées à ces tâches, cette domination de l'homme occidental sur la nature, qui aujourd'hui nous conduit dans des situations, dans des excès, dans des situations, je pense, dont on cache ou dont on se cache peut-être l'issue. Autre citation de Claude Lévi-Strauss, « Si l'homme est respectable, c'est d'abord comme un être vivant, plutôt comme seigneur et maître de la création première, reconnaissance qui lui contraint à faire preuve de respect envers tous les autres êtres vivants. » Et pour terminer, à partir du moment où l'homme ne connaît plus les limites de son pouvoir, il en vient à se détruire lui-même, voir les camps d'extermination sur un autre plan, de façon insidieuse, mais avec des conséquences tragiques cette fois pour l'humanité tout entière, la pollution. Ça a été écrit dans les années 60. Je ne sais pas ce qu'il écrira aujourd'hui. Voilà. Et l'impact de l'homme, c'est un extrait du Monde, d'un article du Monde. Cette image parle très bien en lien l'une avec l'autre. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Et parallèlement, les autres sociétés, les sociétés dont je prenais la défense et dont je m'efforçais d'être le témoin, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez Claude Lévi-Strauss et vous connaissez tous ses travaux sur les sociétés humaines, d'être le témoin, sont encore plus menacées par le tiers-mondisme. Je pense qu'il n'emploiera pas aujourd'hui le mot tiers-mondisme qu'elle ne l'était par la colonisation. Voilà. Alors revenons à cette image de l'homme dominant la nature. Et puis j'ai voulu mettre en parallèle une autre image. Parce que dans ces cultures dont on ne s'intéresse pas parce qu'on les considère comme cultures mineures et que peut-être on pourrait s'y intéresser un petit peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui, et je développerai le sujet après, il y a une image qui m'a fasciné, c'est celle-ci. Vous voyez, l'homme qui domine, et l'autre, c'est l'homme humble face à une nature déchaînée. C'est l'homme, il est là. Il est là. Et donc ça va me permettre de revenir sur l'Asie et sur la Chine tout à l'heure. Toujours Lévi-Strauss, monoculturel ne veut rien dire parce qu'il n'y a jamais eu de société qui soit telle. Toutes les cultures résultent de brassages, d'emprunts, de mélanges qui n'ont cessé de se produire, bien que sur des rythmes différents depuis l'origine du temps. Toutes pluriculturelles par leur mode de formation, les sociétés ont élaboré chacune, au cours des siècles, une synthèse originale. Alors je vais m'arrêter 5 minutes sur synthèse originale. Et rappelez-vous l'exclusivisme de nos sociétés occidentales, et la synthèse originale me semble être intéressant à mettre en parallèle. Où trouver des synthèses plus originales que sur la route de la soie? Je pense que c'est l'endroit où on a vraiment les synthèses les plus originales. Mais originales au point que, je vais vous citer 2 exemples, mais des exemples qui, quand je les ai découverts, m'ont littéralement sidéré. Je ne savais pas. Je savais, mais est-ce que... Voilà. L'exemple, c'est les quartiers musulmans sur la route de la soie, en plein cœur de la Chine. Là, vous avez le quartier musulman à Xi'an. Voilà. Où on a toute une population chinoise empreinte de culture musulmane et une synthèse totalement originale. Oh là, attendez, voilà, totalement originale, puisque pour illustrer cette synthèse, je vous montre la mosquée de Xi'an. Voilà, la mosquée de Xi'an, c'est une mosquée, c'est un temple chinois, c'est... Quand je vais voir mes amis chinois, ils me disent ça, c'est pas chinois, ça je peux t'assurer, c'est pas du tout chinois. Bon, c'est très bien. Quand je vais voir des musulmans, ils me disent non, ça c'est pas musulman. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une synthèse originale. Les sociétés ont évolué, se sont adaptées, Et alors là, je n'ai pas eu la chance de croiser les populations juives de Haiphong, mais j'ai pu en entendre parler, j'ai lu beaucoup de choses. Les populations juives de Haiphong, ce sont des juifs implantés en Asie depuis 2000 ans. Les missionnaires, lorsqu'elles ont découvert ces populations juives, elles ont découvert aussi qu'elles étaient implantées là depuis 2000 ans et n'avaient aucun contact depuis 2000 ans, n'avaient eu aucun contact depuis 2000 ans avec les autres populations juives. C'est-à-dire qu'elles avaient évolué localement
de façon totalement originale, tout en gardant cette identité juive. Et ce que vous avez à droite, c'est le plan, elle a été détruite de plus, c'est le plan de la synagogue de Haiphong. Voilà. La mosquée de Xi'an, la synagogue de Haiphong. Voilà. Je trouve que ces images... alors vous allez me dire, le lien avec le climat. Attendez 2 minutes. Ces images interpellent. Et alors après, vous ouvrez le livre, et puis sur toute la Terre, vous pouvez retrouver des synthèses originales. Nos amis chinois, avec qui on travaille, que j'admire, le professeur Wang Tinghui, que vous avez là au milieu, en 2006, avant qu'on inscrive sur la route, j'ai oublié de dire que la route de la soie, 5000 km de la route de la soie est inscrit au patrimoine mondial depuis l'année dernière. Ils avaient travaillé sur le projet. Ils avaient travaillé en 2006. Le titre du colloque, c'était « Les échanges culturels continuent et créent la civilisation ». Le titre était quand même assez extraordinaire. On était dans le sujet que j'ai voulu évoquer, les échanges culturels à travers les images de tout à l'heure. Continuent et créent la civilisation. L'année dernière, avec Françoise Gède, dont Mireille a parlé tout à l'heure, qui dirige l'Observatoire de la Chine, nous avons eu l'honneur d'être invités au Forum de Pékin dans un séminaire qui traitait du passé et du présent de la route de la soie suite à l'inscription au patrimoine mondial. Et le titre de ce séminaire, c'était « Dialogue, communication et coopération entre les civilisations ». Voilà encore un titre merveilleux qui explique bien tout l'enjeu et toute la richesse que peut nous apporter le constat de ces mélanges. Et voilà. Et alors vous allez me dire, et le climat là-dedans, c'est culture et climat, votre sujet, le climat. Et bien, le climat, voilà. Le climat, voilà. Pourquoi nos amis chinois, je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils s'engagent dans cette bagarre, dans cette lutte pour faire en sorte que la route de la soie soit inscrite au patrimoine mondial? Pourquoi? Mais peut-être parce qu'en interne, il y a des risques, et des risques énormes. Ça, c'est un contrat passé entre le gouvernement chinois et le gouvernement russe pour exploiter tous les puits de pétrole et tous les gisements qui jalonnent la route de la soie. Le contrat a été passé il y a 2 ans, non, 2015, l'année dernière. Voilà. Donc on est dans ce déchirement entre une action interne à la Chine, qui consiste à essayer de protéger des cultures, essayer de mettre en valeur, essayer une action humaniste, on peut dire, et puis ce rouleau compresseur. Hein. Peut-être aussi que la culture, c'est un combat. Elle participe à un combat dont vous imaginez facilement quels sont les combattants. Voilà, donc c'est aussi une lutte contre des excès qui nous amènent directement dans le mur. Les sociétés se maintiennent parce qu'elles sont capables de transmettre d'une génération à l'autre leurs principes et leurs valeurs. À partir du moment où elles se sentent incapables de rien transmettre ou ne savent pas quoi transmettre, elles se reposent sur les générations qui suivent. Elles sont malades. Pour moi qui le dis, c'est Claude Lévi-Strauss. Voilà. Donc, voilà la première partie. Oui, la première partie. Voilà. Alors, elles sont... Oui, un petit clin d'œil là, mais j'ai quitté l'administration. Donc, Benjamin me disait tout à l'heure, maintenant, tu es libre. Oui, je suis libre. Alors, j'ai quand même glissé une petite peau de banane. Hein. Les sociétés, à partir du moment où elles se sentent incapables de rien transmettre ou ne savent pas quoi transmettre, elles se reposent sur les générations qui suivent, elles sont malades. Alors, je voulais faire référence au dernier thème des journées du patrimoine, thème qui a été choisi, que très honnêtement, j'ai suivi ces journées du patrimoine, qui n'a pas été très très bien compris. Voilà, le patrimoine du XXIe siècle. Attendez, qu'est-ce qu'on va aller chercher, les journées du patrimoine du XXIe siècle? Franchement, hein, il n'est pas commencé le XXIe siècle. On ne sait pas ce qui sera. On sait une chose, c'est qu'il sera radicalement différent du XXe. Ça, c'est certain. Alors, les journées du patrimoine du XXIe siècle, je pense que ça relève de ce que disait Claude Lévi-Strauss, c'est pas moi qui le dis, donc c'est très bien. Ici. Bon, allez, passons. Ça, c'était architecture. On arrive peut-être au cœur du sujet. Alors, architecture, je me suis dit, le pape François, Claude Lévi-Strauss, on va continuer dans les très grands, Victor Hugo. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, vous l'avez tous lu, en tous les cas, je vous engage à lire ce chapitre de Notre-Dame de Paris,
où il dit « Depuis l'origine des choses jusqu'au XVe siècle de l'ère chrétienne exclusivement, l'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses divers états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. » Non seulement la forme des édifices, mais encore l'emplacement qu'il se choisissait, révélait la pensée qu'il représentait. Ainsi, durant les 10 000 premières années du monde, l'architecture a été la grande écriture du genre humain. C'est ça qu'on a un peu oublié. Là, je vais reprendre mes notes. L'architecte José Ignacio Linazazoro, lors de la leçon inaugurale de l'école de Chaillot qu'il a donnée ici même, avant-hier, évoquait l'architecture ancienne comme principe de connaissance de l'architecture. Ça rejoint un petit peu ces citations de Victor Hugo. Et je trouve que ça me donne l'opportunité de citer cette leçon inaugurale que j'ai trouvée remarquable. L'architecture. Je reviens en Asie, cette fois-ci au Japon. J'ai eu cette chance de pas mal voyager, d'aller un peu partout dans le monde et d'avoir des missions, comme l'a dit Mireille, pour l'UNESCO, pour le Habitat, ONU Habitat, etc. Et j'ai fait une mission extraordinaire au Japon où j'ai eu la chance, unique, de visiter des temples, de rencontrer les architectes qui construisaient ces temples, et ces architectes m'ont ouvert leurs livres et ils m'ont expliqué tout leur travail. Tous leurs travaux, du début jusqu'à la fin, comment ils travaillaient, et on a passé des heures à discuter, et j'ai pris des photos. Alors, des photos, ce temple en particulier, Shoido Villa, temple zen, ultimement du début du XVIIe. La première série de photos, c'est celle-là. Il m'a montré toutes les étapes du chantier. Et j'ai constaté que, en Occident, on se trompe. D'abord, en Orient, on pense qu'on démolit les temples et on les reconstruit et que c'est le savoir-faire qui prime sur le temple lui-même. On démolit le temple pour les reconstruire. Bien sûr que le savoir-faire prime, mais ce temple-là, comme la plupart des temples, 80% des pièces sont construites. Chaque pièce qui est retirée, chaque clou qui est retiré du temple est analysé, on le garde ou on ne le garde pas. Et vous avez un archivage extraordinaire de toutes les pièces du temple qui sont stockées, étudiées et remontées. Vous le verrez pour les charpentes tout à l'heure. Regardez ce remontage. Il s'agit bien sûr pas, il s'agit du démontage du temple, pièce par pièce. Le sol s'affaissait, vous avez bien compris qu'il y a eu une consolidation du sol, et puis après, le sol a été remonté, et le temple a été remonté sur ce sol qui a été reconstitué et stabilisé. Alors, c'est cette photo-là qui m'interpelle, qui m'a longtemps interpellé. C'est la photo de la charpente. D'abord, vous voyez, les couleurs le montrent, les pièces de bois qui ont été conservées, les pièces de bois qui n'ont pas été conservées. Mais il y a autre chose que, regardez bien, ces charpentes sont des charpentes très particulières. Je suis resté des heures à regarder ces charpentes. Rien n'est triangulé. Rien. Absolument rien. C'est des charpentes qui bougent. Elles bougent d'autant plus qu'elles reposent sur des grands troncs d'arbres qui dépassent très loin du temple et qui font comme des balanciers. Nous sommes dans un système mouvant. La charpente est posée et elle bouge. Elle bouge en fonction de quoi ? Des mouvements du sol. Des mouvements du temps, disons. Voilà. Et donc, on est dans un système qui est meuble. Contrairement à nous, qui rigidifions tout, on est dans un système qui est meuble. Voilà, regardez ces charpentes. Regardez, alors, le parallèle, j'aimerais bien étudier un peu plus longuement le parallèle entre le poids de la toiture et la mobilité de la structure. Voilà. Est-ce que le poids de la toiture, le poids de ces faîtages, pourquoi les faîtages sont surchargés ? On pourra en reparler, etc. Voilà, juste quelques images de ces charpentes qui sont étudiées, qui sont travaillées. Vous avez un groupe, l'équivalent de Rempart en Chine, qui travaille beaucoup sur ces charpentes, et je me suis permis de présenter quelques photos de leurs travaux assez extraordinaires. Mais regardez bien ces charpentes, rien n'est triangulé. Et lorsqu'on triangule quelque chose, là vous avez un autre temple, Toshodaiji, vous avez le temple tel qu'il était à l'origine.
Le temple tel qu'il a été modifié dans le temps, et toujours dans un esprit et selon des principes d'architecture asiatique. Et puis, la dernière image en haut, c'est l'intervention des Occidentaux sur ce temple. Ils ont créé une partie triangulée, rigide, en partie haute. La conséquence, et c'est pourquoi le chantier avait démarré, eh bien, tout a cassé. Parce qu'on a créé un point rigide dans une structure qui était souple. Voilà. Alors, moi, ces charpentes, elles me font penser à beaucoup de choses. Ces charpentes, elles ne sont pas faites du tout sur les modèles de nos charpentes, elles sont faites sur d'autres modèles. Et je pense que c'est très intéressant d'étudier quels sont ces autres modèles. Je ne retrouve pas mon texte. Voilà. Voilà. Pourquoi c'est des charpentes qui sont dans un mouvement. Hein. Elles sont conçues sur des méridiens. Et ça m'a fait penser, bien sûr, à la médecine. Et en fin de compte, le parallèle entre la charpente orientale et la médecine orientale, je l'ai fait tout naturellement. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des gens qui ont travaillé sur la médecine orientale. Et on est dans les mêmes domaines. On est dans la même approche des choses. Hein. Et je me suis dit, mais en médecine, regardez, la médecine orientale, que ce soit l'acupuncture, le shiatsu, les moksas, on travaille les méridiens d'énergie qui traversent les organes. L'organe compte à travers l'énergie qu'il traverse. Dans la charpente, c'est la même chose. Les pièces de charpente comptent pour équilibrer un mouvement. Alors je me suis demandé, mais pourquoi tant de recherches sont faites aujourd'hui dans le domaine de la médecine, sur les médecines orientales, et absolument ou presque rien dans le domaine de l'architecture. Les médecines orientales sont étudiées en Occident avec un très grand sérieux et beaucoup de moyens. Les outils les plus modernes, conçus par nos sociétés occidentales, servent à approfondir les connaissances et les remèdes traditionnels orientaux. Les fondements culturels sont les mêmes entre la médecine et l'architecture orientale. Les organes, comme les pièces de charpente, sont principalement considérés par le biais et à travers des énergies qui les traversent et dans la recherche d'un équilibre. On est dans la même logique. Hein. Et dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement, au regard de la très grande diversité des cultures dans le monde, s'ouvre à mon avis ici un champ extraordinaire d'études si on veut bien s'en donner la peine. Alors je vous ai un peu bassiné avec la Chine. Voilà. Alors j'ai voulu montrer qu'il y a autre chose, bien sûr. Hein. Et là, j'ai voulu montrer que dans les traditions perses, mais dans toutes les cultures, on retrouve des choses absolument extraordinaires. Et surtout, si on se donne la peine de penser que c'est d'autres façons de penser le monde que reflètent ces architectures, comme le disait Victor Hugo. Peut-être qu'on pourrait découvrir des choses qui permettraient de sortir de cette pensée exclusive que nous avons, qui nous conduit très honnêtement dans le mur. Voilà. Alors, Benjamin, merci. Je dis merci parce que je crois que... Et la Cité de l'Architecture en général. Merci. Mireille, merci. Je pense que je voulais parler des ateliers de Chaillot. Parce que à travers les ateliers de Chaillot, et notamment l'atelier de Jen Chong, vous avez ouvert des voies dans cette perspective. Vous avez ouvert des voies et je pense que ce n'est que le début d'une démarche. Bon, je m'explique, hein, les ateliers de Chaillot, vous savez peut-être que ce sont des ateliers d'étudiants qui travaillent pendant 1 an sur un site particulier. Et en l'occurrence, plusieurs ateliers se passent à l'étranger, certains en Chine, d'autres en Grèce, d'autres en... Je m'intéresse plus particulièrement aux ateliers en Chine. Ces ateliers, les étudiants de l'université Tongji en Chine et les étudiants, 10 étudiants de l'université Tongji et 10 étudiants de l'université de l'école de Chaillot travaillent ensemble pendant 1 an sur un village, sur un site, et travaillent à comprendre le site, à comprendre les enjeux et à faire des propositions sur ce site. C'est un travail remarquable, c'est un travail en immersion. Vous avez ici en immersion et en immersion avec les habitants. Ils travaillent et ils sont immergés dans les villages. Ils rendent compte devant le conseil municipal régulièrement de leurs travaux.
ça mérite d'être mieux connu. Je pense qu'on ne connaît pas assez ces travaux. La preuve en est, regardez, c'est la présentation des ateliers et du résultat des ateliers de l'école de chef de l'université de Tongji dans le village de Liangsun. Regardez, les gens que vous voyez là, ce sont tout simplement les habitants. Et je peux vous assurer qu'ils se sentaient tous concernés, et on ne peut plus concernés par ce travail, tout simplement parce que les architectes parlaient avec eux, parce que les architectes ont essayé de comprendre comment ils vivaient, parce que les architectes ont essayé de comprendre comment ils voudraient continuer de vivre. Voilà, je vous parlais des liens et des présentations devant le conseil municipal. C'est pas facile pour un architecte tous les jours, ou pas tous les jours, c'est pas vrai, mais régulièrement d'aller présenter son travail devant un conseil municipal chinois qui arrive avec des idées fondamentalement différentes. Mais ça vous fait apprendre la vie, et ça vous fait apprendre beaucoup de choses, et vous faites évoluer votre projet. Je reviendrai sur ce projet de Zhenchong, et je pense que certains des étudiants sont dans la salle, et je tiens d'avance à, encore une fois, les féliciter devant vous pour ce travail. Voilà, c'est un travail, 10 architectes français, 10 architectes chinois. J'en montrerai juste des extraits. Ils ont travaillé sur les structures, ils ont travaillé sur la tour du tambour, que vous voyez là, qui est une œuvre d'architecture qui ponctue tous les villages Dong, puisqu'on est là dans des villages de la communauté Dong, et marque le centre du village. Alors, ils ont travaillé sur ces architectures, ils ont travaillé comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, regardez les charpentes. Regardez ces charpentes. Essayez de comprendre ces charpentes au regard de ce que nous avons, nous, en Occident. Écoutez, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité, et puis, voilà. Voilà, c'est des images de leurs travaux. Pour essayer de comprendre qu'on est dans un autre monde, et que peut-être qu'en comprenant cet autre monde, on comprendra mieux les gens qui habitent, et on comprendrait mieux soi-même aussi, parce que c'est en regardant les autres qu'on apprend à se regarder et à se connaître. Voilà. Alors, ils ont travaillé sur ces charpentes. Ils ont aussi travaillé, ce sont bien des étudiants de l'école de Chaillot, qui ont travaillé sur l'environnement, sur les réseaux hydrauliques du village, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas, et que ça ne sert à rien de restaurer des bâtiments si on ne restaurait pas la vie dans ce village, et ce qui fait la vie, et tout le système, tout l'écosystème sur lequel est construit ce village. Donc, ils ont travaillé sur les réseaux hydrauliques. Ils se sont rendus compte que ces réseaux hydrauliques étaient en train de partir en botte, et qu'ils étaient remplacés par des systèmes qui ne convenaient absolument pas, et qui condamnaient à plus ou moins long terme les équilibres dans ce village. Donc, ils ont bien expliqué la nécessité absolue dans le projet de restaurer ces réseaux, et peut-être d'y apporter quelques éléments de modernité, bien sûr, mais en tous les cas, de restaurer les grands principes. Voilà. Et puis, petit à petit, ils ont élargi leur façon de voir. Ils se sont penchés sur ces habitants, et ces villages ne peuvent pas vivre sans les territoires qui sont autour. Ces territoires sont des territoires de rizières, c'est un tout. Vous ne pouvez pas parler d'architecture si vous ne parlez pas d'environnement, c'est pas possible. Et si vous ne pouvez pas parler d'environnement, si vous ne parlez pas de culture, c'est pas possible. Donc voilà, ils se sont penchés sur comment fonctionnait le système entre le biotope, les saisons et les architectures, et tout ça dans un même système. Et puis voilà, ils sont arrivés, ils pourront vous l'expliquer beaucoup mieux que moi une autre fois. J'espère qu'on leur donnera la parole pour l'expliquer. Je trouve ce travail vraiment extraordinaire. Voilà, ils nous ont expliqué l'économie circulaire, le cycle du riz, le cycle des ressources naturelles, les exploitations de la forêt, et comment cet écosystème est en danger aujourd'hui, et comment on doit, en même temps qu'on restaure les architectures, restaurer l'écosystème, voire encore une fois le faire évoluer, parce qu'il ne s'agit pas pour eux exclusivement de restaurer. Alors le groupe, il s'appelle Circumpat. Un certain nombre d'eux sont dans la salle, et je pense que vous pourrez parler avec eux tout à l'heure. Voilà. Encore une citation de Lévi-Strauss. Si les particularismes de chaque culture créent des valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie, il apparaîtrait dangereux de considérer les identités comme des systèmes figés et clos que nous recueillons précieusement dans des bibliothèques et dans des musées parce que nous nous sentons de moins en moins certains d'être capables d'en produire d'aussi évidentes.
Notre tradition muséologique et conservatrice peut s'avérer ici relativement réductrice. Voilà. Alors, ça, c'est des phrases qui vont peut-être pas plaire à certains. Je pense que c'est toute la légitimité de l'école de Chaillot. Toute la légitimité de la Cité de l'Architecture, c'est de s'inscrire dans un mouvement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur l'évolution des cultures, l'évolution des civilisations. On a le passé, le présent, l'avenir, faire des liens entre le passé, le présent et l'avenir, mais considérer l'avenir. Se contenter de mettre tous nos objets dans des musées ou exclusivement de les conserver pour les regarder, me semble aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, totalement stérile. On a des outils. J'ai encore un peu de temps, là, excusez-moi, je vois Mireille qui voit son... Mireille, il me reste du temps ? Ah bon, ça va alors. Donc, très très bien. Je finirai avant parce que je voudrais qu'on ait un petit peu d'échange, si vous voulez bien. Mes étudiants de l'école de Chaillot, mes étudiants de l'université Paris-Sud, l'université des Versailles à Saint-Quentin, je commence toujours mon cours par une question. Citez-moi un texte international, juste un, relatif au patrimoine, et que vous connaissez. J'ai à chaque fois un grand vide. Personne ne répond. Au bout d'un quart d'heure, il y a un étudiant qui lève la main, c'est systématiquement la même chose, et qui me dit « La charte de Venise, monsieur ». Et là, je réponds « 1950, milieu du XXe siècle ». Je vous demande un texte récent. Et là, rien. Mais rien. Donc, c'est pour ça que je répète, beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de ces textes. Lisez-les, ils sont fondamentaux. Le monde bouge, il bouge sans nous. Hein. Le Sud parle au Sud en ce moment. Et nous, on reste à côté à se regarder le nombril. J'avais dit que je ne donnerais pas de leçons, donc j'arrête. Mais quand même, regardez, la Convention sur la protection de la promotion de la diversité des expressions culturelles, Paris, 2005, Paris, elle a été signée à Paris. Claude Lévi-Strauss en est le père fondateur. Ce sont les discours de Claude Lévi-Strauss qui ont permis de donner naissance à cette convention. Et on ne la connaît pas. Très honnêtement, au ministère de la Culture, on ne la connaît pas. Ou très peu. Ou alors on la connaît déformée. Hein. Je ne vous dirai pas comment. La Convention rappelle que la diversité culturelle doit être intégrée en tant qu'élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement durable. J'arrête là. Cette convention, c'est une convention mère. Elle a eu des filles, voire des fils, d'autres conventions, d'autres textes. Et il y en a un en particulier concernant le patrimoine qui est fondamental, qui est la Convention sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Valeur, société. Vous voyez ces deux mots que j'avais déjà utilisés, que l'on retrouve ici. Dans une société de plus en plus mondialisée, la recherche d'attache et d'enracinement répond aux besoins d'appartenance et d'identification des individus. La Convention de Faro aborde la question du pourquoi et du pour qui transmettre le patrimoine. Ce texte présente le patrimoine culturel comme une ressource servant aussi bien au développement humain, à la valorisation des diversités culturelles et à la promotion du dialogue interculturel qu'à un modèle de développement économique fondé sur les principes d'utilisation durable des ressources. La France n'a pas signé la Convention de Faro. Et on n'en parle pas. Et on ne veut pas en parler. Sauf que ça commence à se savoir. Alors, elle n'a pas signé, c'est pas grave, 2011, l'Europe l'a adoptée, la France l'a adoptée, elle s'impose. Et peut-être qu'on peut aider à la faire mieux connaître. Hein. Je sais que l'Association des petites cités de caractère s'est donnée comme cheval de bataille de faire, et l'Association des villes d'art de Bretagne s'est donnée comme cheval de bataille de faire mieux connaître la Convention de Faro. C'est une convention d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est une perception, c'est une vision du patrimoine d'aujourd'hui. Pas d'hier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec les outils d'hier, mais nous avons des outils d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut les utiliser. Voilà. Alors, dans ces outils d'aujourd'hui, demain, aujourd'hui et demain, Habitat 3, Philippe Madec, qui est au premier rang, sera expert national représentant la France pour Habitat 3. On a réussi à avoir un architecte expert. J'en suis personnellement, enfin nous en sommes tous très 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 fiers. J'espère et je suis absolument persuadé qu'il nous représentera très dignement. Habitat 3, Habitat 2, Habitat 1, on n'a absolument pas parlé de culture. La culture, c'était un sujet absolument pas traité. À Habitat 3, on a cette chance d'avoir un certain nombre de gens de par le monde qui ont imposé un 4e chapitre, un 4e thème qui s'appelle Urban Culture and Heritage. New York, 31 mai 2015. Ce texte a été approuvé, vous le trouverez sur le site dont je vous donnerai, dont Mireille vous a parlé, intégralement.
il faut travailler sur ce texte, il faut travailler sur ces sujets, il faut rentrer. La France a un boulevard avec son expérience, avec ses réflexions, un boulevard extraordinaire. Alors, c'est pas évident, parce que ça bouscule des lobbies, parce que ça bouscule des habitudes. Je pense que les habitudes, elles sont déjà bousculées. Donc, il faut continuer. Et je pense qu'il y a là un domaine important pour notre pays, en tous les cas, pour s'imposer, se faire valoir ses idées. La France est connue pour la culture et les droits de l'homme. C'est vraiment, quand je travaille à l'étranger, c'est les deux thèmes. Bon, peut-être que si on conjugue culture et droits de l'homme, on arrive à faire passer des messages qui ne sont pas si mal et qui peuvent être utiles à la civilisation tout entière. Alors oui, ça a déjà bougé. Alors je termine par le Global Award. Là aussi, une initiative de la Cité dont on ne parle pas assez, à mon avis, dont on pourrait parler beaucoup plus. Je précise que le Pritzker, vous connaissez le Pritzker, c'est le grand prix international de l'architecture, c'est le prix Nobel de l'architecture. Le Pritzker a été décerné cette année à Alessandro Aravena, 2016. Voilà. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, le Pritzker avait été décerné à Wang Shu. Alessandro Aravena, Wang Shu sont des architectes du Global Award for Sustainable Architecture. Le Global Award for Sustainable Architecture est un prix créé en 2006 par la Fondation Locus avec la Cité de l'Architecture. C'est un prix international. Il récompense les démarches innovantes et durables en matière d'architecture dans le monde entier. Il vise à soutenir le débat mondial sur l'architecture et la ville à l'ère des grandes transitions. Il récompense chaque année 5 architectes qui partagent l'éthique d'un développement plus durable et adoptent une démarche innovante et holistique dans leur pays. Alors, 2 architectes du Global Award ont le Pritzker, à quand le 3e ? Et puis j'espère que ça sera un Français. Alors, qui sont ces architectes ? Quelques images. Alessandro Aravena, il a beaucoup travaillé dans les bidonvilles. Je vous laisse regarder, son film est extraordinaire, vous le trouverez sur le site. Le fil relatif, il a construit de l'habitat. Son idée simple, on a l'habitude de détruire les bidonvilles, de mettre les gens à l'extérieur et de valoriser le foncier en construisant des logements ou des bâtiments pour des gens riches. Et si on essayait de maintenir les populations en place, on n'a pas les moyens, alors construisons le minimum. Construisons ce que vous avez en haut et faisons de l'habitat évolutif. Déjà, l'image du haut, les populations auront mieux que ce qu'ils avaient. Ils ont l'eau courante, ils ont les évacuations, ils ont l'électricité, etc. Et puis, après, gérons l'évolution et conduisons l'évolution de cette aide. Ça permet de maintenir les populations des bidonvilles en place et de faire en sorte qu'on n'ait pas de ségrégation sociale, etc. C'est ça, Alessandro Aravena, Pritzker. La Chine peut civiliser la modernité par sa culture. Wang Shu, Pritzker cette année. Donc le monde change. Alors, je vais continuer avec les Global Awards. Vivre dans la culture signifie l'étudier tous les jours. Bijoy Jain, Global Award for Sustainable Architecture. J'essaye d'utiliser dans mon pays ce que j'ai appris à l'étranger, Francis Djebedo-Kéré, Global Award for Sustainable Architecture. Regardez son film, il est extraordinaire. L'habitat devrait être vu comme un processus et non comme un produit. Balkrishna Doshi, Global Award for Sustainable Architecture. La regrettée Françoise-Hélène Jourda, nous architectes devons cesser de vouloir construire des monuments. Philippe, je t'ai rajouté, oser l'altérité, le spécifique, la bienveillance des cultures. Philippe Madec. Voilà, ces architectes-là, je pense qu'on ne les met pas assez en valeur, on ne met pas assez en valeur leur travail, et c'est pour ça que j'ai voulu leur rendre hommage aujourd'hui. Je pense qu'ils introduisent la culture dans les préoccupations de développement durable, chacun à leur façon, mais ils le font, ils le font et je pense qu'ils méritent notre salut. Le site du Global Award, si vous voulez, Jana Revedine, Marie-Hélène Contal, qui sont bien sûr à l'origine de ce grand projet, et puis l'exposition Réenchanter le monde, qui a été présentée ici à la Cité de l'Architecture. Alors, dans les projets, excusez le manque de modestie qui m'amène aussi à parler des projets que nous conduisons à plusieurs, avec le sénateur Yves Dauge. On conduit une coopération en Bulgarie
où l'objectif c'est la revitalisation du centre-ville de Sofia. Et on a avancé sur des façons de travailler qui sont à la croisée de l'écologie, de l'économie, de la culture, des 4 piliers du développement durable. Et on a travaillé avec des sociologues, on a travaillé avec les habitants. On a commencé par faire l'enquête publique avant de faire le projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un secteur sauvegardé dans le centre de Sofia en faisant le secteur... Non, on a envoyé les sociologues avec des questions. Ils ont consulté la population pour savoir quelles étaient leur perception du patrimoine, quel était le sens qu'ils donnaient au patrimoine. Et c'est sur cette base-là qu'on est en train de construire un outil de gestion. Et non seulement un outil de gestion, mais un mode de gestion. Voilà. Cette convention, elle a été signée entre la maire de Sofia, que vous avez là, et le maire du 3e arrondissement, Pierre Edenbaum, qui s'intéresse beaucoup à ces initiatives et qui est très content de travailler en faisant marier les 2 arrondissements central de Sofia et la mairie du 3e arrondissement dans cette démarche. Voilà. Donc c'est une démarche qui est en cours, elle avance. Jeanne Montagnon est la coordonnatrice, elle est là dans la salle de cette... Elle pourra vous en parler. Et je pense que c'est une démarche qui mérite et qui méritera d'être suivie. La Chine aussi, je reviens, le séminaire que nous avons eu avec l'association des petites cités de caractère en Chine, car voilà, un séminaire dans les montagnes du Huangshan où l'objectif était de voir aujourd'hui, certains de ces villages subissent un tourisme de masse, d'autres aucun tourisme. Quel équilibre trouver entre les deux ? Comment arriver à trouver un équilibre entre le tourisme et les habitants ? C'était le sujet de nos débats. La France est attendue sur ces sujets-là. Hein. On a été reçus, je veux dire, comme des princes. Et je pense que là aussi, on a un boulevard qui s'offre à nous dans ces échanges. Voilà. L'Académie d'urbanisme de Chine, et notamment sa section des villes et villages historiques, ça fait plusieurs années qu'ils nous invitent. En tous les cas, Françoise et moi, ça fait 2 ans qu'on intervient. Rares sont les invités qui interviennent 2 ans de suite. La première fois, je suis intervenu pour les habitants avec les habitants. La deuxième fois... écoutez, je ne sais plus, c'est pas grave. Mais c'est sur nos expériences françaises, elles sont appréciées. Vous avez ici 200 architectes et urbanistes venus de toute la Chine qui assistent à ces manifestations. Elles sont annuelles et je pense qu'on peut être très très fiers de participer à ces manifestations. Voilà, je vais conclure. Avec... j'ai commencé par le pape François, je terminerai par le pape François, si vous permettez. Et toujours un extrait. Alors l'extrait est intéressant, c'est l'encyclique Laudato Si du pape François. 3e chapitre, une écologie intégrale. L'écologie culturelle, en sous-chapitre. Le titre déjà en lui-même est intéressant. L'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité au sens le plus large du terme. D'une manière plus directe, elle exige qu'on fasse attention aux cultures locales lorsqu'on analyse les questions en rapport avec l'environnement, en faisant dialoguer le langage scientifique et technique, avec le langage populaire. Prétendre résoudre toutes les difficultés à travers des réglementations uniformes ou des interventions techniques conduit à négliger la complexité des problématiques locales qui requièrent l'intervention active des citoyens. Je pense qu'on pourrait écrire ça en lettres d'or au-dessus de nos établissements. Voilà. Ah oui, j'avais encore une image. Eh bien, j'ai commencé par une définition de la culture, je finirai par une définition du climat. La définition du mot climat, elle sort du Larousse. Et elle m'a paru très intéressante. La définition du mot climat au singulier d'abord, ensemble de phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on parle du climat, on parle de cette définition-là et on ne voit absolument pas l'autre définition. Et l'autre définition des climats me semble beaucoup aussi intéressante. Et peut-être que, et c'est un peu pour terminer la conclusion, peut-être qu'on pourrait aussi s'intéresser à cette autre définition des climats. C'est les ensembles des conditions de vie, des circonstances qui agissent sur quelqu'un, le milieu, l'ambiance, le contexte, le climat politique, le climat social, le climat culturel, etc., etc. Peut-être qu'on pourrait plus s'intéresser aux conditions de vie et aux circonstances qui agissent sur quelqu'un. Voilà.
Voilà, merci pour votre attention. Vous avez l'adresse du site dont Mireille a fait référence, dont j'ai fait référence. Vous pouvez y aller, vous trouverez les films relatifs aux exposés, aux travaux de Francis Gebello-Quéré et de Alessandro Aravena. Je les ai mis dans le chapitre Global Award. Voilà, alors c'est une image du centre historique de Sofia. Je voulais terminer là-dessus parce que l'image parle d'elle-même. Quand il fait très très chaud à Sofia, il fait bon vivre dans les petites rues de Sofia grâce à ces arbres qui font aussi partie de la culture et qui font bien le lien entre culture et climat. Merci. J'ai des bonus, mais ces bonus vont servir aux questions. Donc si vous avez des questions, je répondrai très volontiers. Je ne sais pas que je répondrai, mais j'aimerais bien qu'on puisse un peu dialoguer sur le sujet. Merci beaucoup.